À pleine puissance, un moteur sur un seul porte-conteneur peut consommer jusqu'à 250 tonnes de fioul lourd en une seule journée. C'est l'équivalent d'une piscine de carburant qu'on enflamme cylindre par cylindre toutes les 24 heures. Étrangement, ce moteur est l'un des moteurs à piston les plus efficaces jamais conçus, convertissant plus de la moitié de l'énergie du carburant en mouvement. La plupart des moteurs de voitures atteignent environ 30%. Les centrales électriques font rarement mieux que 45%. Donc oui, un navire de près de 400 mètres de long, chargé avec le contenu d'une petite ville, glissant sur l'océan à environ 25 nœuds. Sous le pont, le vilebrequin tourne à peine plus vite que la trotteuse d'une horloge, un peu plus de 100 tours par minute, entraînant une hélice de la hauteur d'une maison. Pas de boîte de vitesse, juste un couple lent et énorme. Le moteur qui effectue ce travail est le Wärtsilä RT Flex 96C dans sa version à 14 cylindres mis en service pour la première fois en 2006 à bord du porte-conteneur danois Emma Maersk. C'est le plus grand et puissant moteur diesel alternatif jamais mis en service commercial. Sa création découle d'un commerce mondial nécessitant des navires plus grands que jamais et d'ingénieurs résolvant des problèmes de contrôle inédits. Et d'un incendie dans un chantier naval qui a failli détruire le navire amiral avant son premier voyage. Il y a aussi une rivalité discrète entre les fabricants de moteurs européens, une course à la puissance, puis une crise financière qui a bouleversé beaucoup de choses. Voici comment ce moteur géant a été construit et pourquoi son record va probablement tenir pendant encore longtemps. Pour comprendre pourquoi quelqu'un construirait un moteur de la taille d'un petit bloc Palma, il faut regarder ce qui se passait sur les routes maritimes mondiales dans les années 1990 et au début des années 2000. Les porte-conteneurs devenaient de plus en plus grands tous les quelques années, et cette croissance n'était pas douce. Un navire qui transportait 4000 EVP, l'unité standard de conteneur de 20 pieds, paraissait grand en 1990. Mais à la fin des années 1990, des navires de 6 et 7000 EVP sortaient des chantiers navals asiatiques. Au milieu des années 2000, les compagnies maritimes commandaient maintenant des navires conçus pour transporter 8, 10, voire 11 000 conteneurs sur une seule coque. La logique commerciale était très simple. Un plus grand navire requérait un équipage similaire à un plus petit, consommait plus de carburant, mais le coût par conteneur diminuait à mesure que le pont se remplissait. Les frais portuaires, assurances et salaires des officiers et ingénieurs étaient bon répartis sur des milliers de conteneurs en plus. Pour les compagnies maritimes, qui se disputaient des marges faibles, la taille était le moyen le plus simple de réduire le prix du transport d'une paire de baskets de Shenzhen à Rotterdam, ou littéralement n'importe où. Il y avait cependant un piège. L'économie ne fonctionnait que si les géants respectèrent les horaires des petits qu'ils remplaçaient en... Un service hebdomadaire Asie-Europe exigeait que les navires maintiennent environ 25 nœuds en mer. Ralentir la cadence forçait la compagnie à mobiliser plus de navires pour la même route, annulant ainsi les économies prévues. La vitesse était nécessaire, non un luxe. La vitesse était la raison pour laquelle tout cela pouvait fonctionner. Atteindre 25 nœuds avec une coque de 400 mètres, c'est une sacrée exigence, disons-le. La résistance de l'eau croît régulièrement à mesure qu'un navire avance, rendant la puissance requise pour gagner les derniers nœuds disproportionnée par rapport à la vitesse. Des moteurs adaptés à un porte-conteneur de 8000 EVP ne pouvaient les propulser une coque plus grande à la même vitesse. Les armateurs annonçaient aux constructeurs de moteurs des chiffres à partir de 80 MW qui ne cessaient d'augmenter. Sulzer, société suisse, était la mieux placée pour répondre à cette demande. Ses moteurs diesel marins à 2 temps propulsant de grands cargos depuis des décennies. En 1997, l'activité moteur de Sulzer a été reprise par Wärtsilä, qui a continué de développer les conceptions Sulzer sous une nouvelle marque. À la fin des années 1990, les routes maritimes indiquaient clairement à Wärtsilä et à ses concurrents que la prochaine génération de porte-conteneurs serait encore plus grande et que les moteurs devraient en être plus gros pour les accompagner. Ce que l'industrie demandait en termes simples, c'était un moteur à piston unique capable de déplacer un entrepôt flottant long comme 4 terrains de football à travers le Pacifique, à la vitesse d'un ancien paquebot, semaine après semaine, pendant environ 25 ans. Personne n'en avait encore construit un. Transformer un modèle éprouvé en machine qui bat tous les records. Le moteur installé à bord de l'Emma Maersk n'est pas venu de nulle part. Sa lignée débute en 1994 lorsque Sulzer lance le RTA 96C, un moteur diesel marin à faible vitesse avec un alésage de 96 cm conçu pour la nouvelle génération de grands porte-conteneurs que l'entreprise voyait arriver dans son carnet de commandes. Avec un alésage de 96 cm, l'alésage est assez large pour qu'on puisse y entrer. Mais ce n'était que le point de départ.
Les premiers moteurs RTA 96C ont pris la mer en 1997 dans des configurations allant jusqu'à 12 cylindres. Ils ont fonctionné. Les compagnies maritimes ont enregistré les heures de fonctionnement, les ingénieurs ont suivi les schémas d'usure et l'architecture de base a fait ses preuves au fil des années en mer. Et tout cela était très important, car la suite dépendait de la confiance dans la conception, soumise à des charges qu'elle n'avait jamais eu à supporter auparavant. Vous voyez, en 2000 alors, sous la marque Wärtsilä, le moteur a de nouveau été amélioré, et des plans pour une version à 14 cylindres ont commencé à circuler. Sur le papier, la configuration plus grande pouvait atteindre environ 80 MW, mais le papier, c'était la partie facile. Le changement le plus difficile est arrivé en 2003 avec le passage du RTA au RT Flex. Les anciens moteurs diesel de temps de cette taille utilisaient un long arbre à cam pour synchroniser l'injection de carburant et les soupapes d'échappement. La conception RT Flex a supprimé l'arbre à cam et l'a remplacé par un système Common Rail contrôlé électroniquement. Le carburant était stocké dans des rampes haute pression et libéré dans chaque cylindre à des moments précis par un système de contrôle. L'avantage était un contrôle précis, une combustion plus propre et un fonctionnement régulier à basse vitesse, là où les anciens moteurs à arbre à cam peinaient chemin. Wärtsilä n'est pas passé directement à 14 cylindres. Le RT Flex 96C est d'abord arrivé en version 8 et 12 cylindres, ce qui a permis aux armateurs et aux ingénieurs d'obtenir des données concrètes sur la façon dont le système électronique résistait à l'air salin, aux vibrations et aux conditions difficiles de la traversée des océans à pleine puissance en permanence. L'entreprise n'a lancé la production des versions 13 et 14 cylindres qu'après avoir validé ses moteurs en service. Allonger un moteur jusqu'à 14 cylindres en ligne est plus difficile qu'il n'y paraît. Honnêtement, ça semble déjà très difficile. Le vilebrequin pèse près de 300 tonnes, et chaque cylindre ajouté exerce des forces de torsion qui tentent d'enrouler, puis de relâcher l'arbre comme un ressort. Les paliers doivent supporter des charges mesurées en milliers de tonnes. Le bâti du moteur, cette boîte d'acier assurant l'alignement, doit rester assez rigide pour éviter que les pistons n'endommagent les chemises durant plus de 25 ans. Les ingénieurs de Wärtsilä ont repensé le vilebrequin, renforcer la structure et recalculer les charges sur les paliers, cylindre par cylindre. Les composants devaient résister à environ 100 tours par minute, minute après minute, pendant des décennies. Vers le milieu des années 2000, le premier RT Flex 96C à 14 cylindres était presque achevé chez Diesel United au Japon, détenteur de la licence pour les plus grands modèles. Il pèserait environ 2300 tonnes, mesurerait environ 13 mètres et demi de haut et s'étendrait sur presque 27 mètres de bout en bout. Sa destination figurait déjà dans le carnet de commandes. Ce porte-conteneur danois du chantier Odense Steel devait devenir l'un des plus grands navires à avoir jamais flotté. Fonctionnement du géant à bas régime. Entrez dans la salle des machines de l'Emma Maersk et la première chose qui vous frappe, c'est que vous vous trouvez dans un bâtiment, pas dans un véhicule. Le moteur occupe 3 ponts. Depuis la plateforme inférieure, on distingue à peine le plafond au-dessus des cylindres. Comme mentionné, 27 mètres correspondent à la longueur d'un court de tennis, et du vilebrequin au sommet du cylindre, il y a environ 13,5 mètres carrés. Les 14 cylindres sont alignés en une seule ligne droite. Chacun a un alésage de 960 mm et une course de 2,5 mètres, ce qui signifie que chaque piston parcourt à peu près ma taille à chaque descente, 14 fois de suite, légèrement décalés les uns par rapport aux autres. Le volume total balayé atteint environ 25 480 litres. Un moteur de voiture familiale fait entre 1 et 2 litres. Ce qu'il fait avec ce volume, c'est un cycle à 2 temps à basse vitesse. La même idée de base que l'on retrouve dans les plus gros moteurs diesel marins depuis un siècle. Chaque cylindre s'allume à chaque révolution, plutôt qu'une révolution sur 2. De l'air frais entre par une série de pores découpés dans la partie inférieure de la chemise du cylindre, exposée lorsque le piston descend. Les gaz d'échappement sortent par une grande soupape dans la culasse. Le carburant est injecté près du sommet, s'enflamme par compression et pousse le piston vers le bas. Les turbocompresseurs utilisent les gaz d'échappement pour comprimer l'air dans les cylindres, permettant ainsi une combustion propre de plus de carburant à chaque cycle. La vitesse à laquelle tout cela se produit est assez surprenante. À pleine puissance, le vilebrequin effectue environ 102 tours par minute. C'est vraiment très lent. C'est plus rapide qu'une trotteuse, comme dit, sans boîte de vitesse entre moteur et hélice. Le vilebrequin est boulonné à l'arbre d'hélice, lui-même fixé à une hélice à 6 pales d'environ 10 mètres de diamètre. Le moteur produit sa puissance non pas en tournant rapidement, mais en s'appuyant sur l'hélice avec une force énorme et constante à chaque descente de piston. Dans sa première version à bord de l'Emma Maersk, cette configuration était évaluée à 80 kW, soit environ 109 000 chevaux,
Des versions ultérieures améliorées, avec des turbocompresseurs et un réglage optimisé, ont atteint 84,42 MW, soit environ 114 000 chevaux. L'astuce pour atteindre ces chiffres avec une consommation de carburant raisonnable fut le système d'injection à rampe commune caractéristique de la génération RT Flex. Le carburant est stocké dans des rampes haute pression le long des cylindres, remplaçant l'arbre à cam qui ouvrait mécaniquement les injecteurs. Des unités de contrôle électronique injectent le carburant dans chaque cylindre via des soupapes pilotées par ordinateur définissant moment, durée et pression. Le même principe s'applique aux soupapes d'échappement. L'avantage apparaît surtout à faible charge, où les anciens moteurs à arbre à cam fumaient et tournaient irrégulièrement. Le RT Flex reste souple et propre sur une plage de vitesse bien plus large. Deux autres systèmes sont aussi très importants. Les 3 turbocompresseurs du modèle à 14 cylindres sont aussi gros que de petites voitures et tournent à des milliers de tours par minute grâce à des roulements refroidis par l'huile moteur. En plus des turbocompresseurs, un système récupère la chaleur de la vapeur d'échappement après son passage dans les turbos. Sur certaines installations MMS, la chaleur récupérée alimentait une turbine à vapeur et un générateur, produisant 9 à 12% de puissance supplémentaire sous forme d'électricité pour le navire. Les chiffres de performance qui résultent de tout cela sont ce qui rend vraiment ce moteur assez célèbre. La consommation spécifique de carburant se situe autour de 171 grammes par kWh à pleine charge, proche des limites théoriques de ce qu'un moteur à piston brûlant du fioul lourd peut atteindre. Le rendement thermique au meilleur point de fonctionnement dépasse 50%. À la puissance continue maximale, le moteur consomme jusqu'à 250 tonnes de fioul lourd par jour. C'est le prix à payer pour pousser près de 400 mètres de navire chargé à travers un océan à la vitesse d'une voiture sur une route de campagne. Emma Maersk est bien avant le premier voyage. Le moteur destiné à battre le record avait déjà traversé 3 pays avant de démarrer. Sa conception suisse remontait à Sulza Invicta. Le développement et la propriété intellectuelle appartenaient à Wärtsilä en Finlande. La coulée, l'usinage et l'assemblage réel de la version à 14 cylindres ont été réalisés sous licence par Diesel United au Japon, le seul chantier équipé pour manipuler des composants de cette taille. De là, nous sommes partis pour le Danemark, où il a été descendu dans une coque en construction au chantier naval Owen Horus Steel pour Maersk. L'Emma Maersk, premier d'une série de 8 navires de la classe E, mesurait environ 397 mètres de long et 56 mètres de large et figurait parmi les plus grands porte-conteneurs mondiaux à son lancement. Sa capacité nominale était d'environ 11 000 EVP, mais Maersk affirmait qu'elle était supérieure en comptant les petits conteneurs. Elle avait été construite pour la liaison Asie-Europe, conçue pour maintenir une vitesse de service proche de 25 nœuds en pleine mer, et son unique moteur RT Flex 96C à 14 cylindres était ce qui rendait ce programme possible. Puis, le 6 juin 2006, alors que le navire était presque terminé au chantier Orance, un incendie s'est déclaré. L'incendie a débuté dans le bloc d'hébergement, la tour de cabine, des officiers et la passerelle au-dessus du pont principal, puis s'est vite propagé aux étages supérieurs. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés. La fumée de la superstructure en feu était visible sur l'île de Funen. Les équipes ont combattu toute la nuit pour empêcher les flammes d'atteindre les ponts inférieurs, abritant moteurs et cales à marchandises. L'enjeu durant ces heures n'était pas uniquement le navire. C'était toutes les années de travail de conception chez Wärtsilä, le moteur construit sous licence par Diesel United déjà installé, et le navire amiral d'une classe sur laquelle Maersk avait misé une part importante du renouvellement de sa flotte. Une seule mauvaise nuit au chantier aurait pu effacer tout cela avant même que le navire ne prenne la mer. L'incendie a été maîtrisé, le bloc reconstruit, la passerelle remplacée, et le calendrier n'a été retardé que de quelques semaines. Emma Maersk est entrée en service commercial le 1er septembre 2006, quittant Aarhus pour son voyage inaugural vers l'Asie. Le RT Flex 96C à 14 cylindres, jusqu'alors présent seulement dans les publications spécialisées et plans de salle des machines, propulsait désormais l'hélice d'un porte-conteneurs en mer. Dans la salle des machines, les ingénieurs circulaient sur des passerelles longeant d'immenses cylindres, devant des couvercles plus grands qu'une table à manger et des chemises de cylindres assez larges pour qu'une personne puisse y entrer lors d'une révision. La salle des machines, très automatisée, était surveillée par une petite équipe depuis une salle de contrôle isolée par une épaisse vitre lors d'une ronde typique. Une conclusion est survenue en février 2013. Emma Maersk traversait le canal de Suez quand de l'eau a envahi la salle des machines via un tunnel d'arbres et un compartiment de propulseur d'étrave endommagé. Le moteur n'a pas été endommagé, mais l'inondation a coupé la propulsion et le navire a dû être remorqué pour des réparations de plusieurs mois. C'était un rappel de ce que signifiait placer tout un méga-navire derrière une seule hélice. Un incident dans un seul compartiment, et le moteur diesel le plus puissant jamais construit est resté silencieux, attendant que l'eau soit pompée et que des mois de réparation soient effectués.
Wärtsilä a eu le champ libre pendant 1 an. En 2007, avec des turbocompresseurs mis à jour et un réglage révisé, le RT Flex 96C à 14 cylindres a été amélioré pour atteindre une puissance continue maximale de 84,42 MW, soit environ 114 chevaux, à partir d'un moteur monocylindre entraînant un seul arbre. Mais ensuite, le concurrent est arrivé. MAN Diesel, la société allemande dont les moteurs marins 2 temps étaient le principal rival de Sulzer depuis des décennies, a annoncé le 14 quai 98 Mech 7, sacré nom les gars. L'alésage était de 98 cm, soit 2 cm de plus que le Wärtsilä, et la puissance prévue était de 87 220 kW. Sur le papier, MAN avait conçu un moteur plus puissant que tout autre pour hélice, mais la rivalité ne concernait pas que l'ingénierie. Wärtsilä incarnait une tradition européenne menée par la Finlande, héritière d'une conception suisse et construite sous licence en Asie. MAN était le fleuron de l'industrie lourde allemande, possédant un réseau de licences en Corée et au Japon. Les compagnies maritimes surveillaient soit la compétition, car la taille de leurs futurs navires dépendait des moteurs disponibles. Les industries nationales étaient très fières du constructeur qui obtenait le meilleur chiffre. Les revues spécialisées publiaient des tableaux comparatifs. Les conférences présentaient les arguments en faveur de l'un ou de l'autre. Le chiffre de puissance figurant sur la couverture de la brochure technique était en réalité très important. Et puis, le marché qui devait financer tout cela s'est en quelque sorte effondré. La crise financière de 2008 a touché le transport maritime par conteneur plus que la plupart des secteurs. Les échanges ont fortement chuté, les tarifs du fret se sont effondrés et les carnets de commandes pour la future génération de méga-navires semblaient soudain risqués, non ambitieux. Pour aggraver la situation, le prix du fioul lourd a augmenté fin des années 2000 et est resté haut. Un navire consommant 200 tonnes par jour à 25 nœuds brûlait alors de l'argent que l'exploitant n'avait plus. L'ensemble du secteur a répondu par la navigation lente. Des navires prévus pour 25 nœuds naviguent désormais à 20 ou 21 nœuds, voire moins sur certaines routes. La résistance de l'eau croissant avec la vitesse, réduire de quelques nœuds permettait souvent d'économiser 1/3 ou plus de carburant pour un service retardé d'1 à 2 jours. Les compagnies maritimes ont ajouté des navires pour maintenir les horaires hebdomadaires à ce rythme plus lent. Le calcul du carburant économisé penchait clairement pour le ralentissement. La conséquence pour les constructeurs de moteurs a été immédiate. La demande habituelle de 100 000 chevaux sous une seule trappe a commencé à disparaître. La nouvelle génération de méga-navires, comme la classe Triple Tripoli commandée par Maersk en 2011, privilégie l'efficacité avec 2 moteurs plus petits et des vitesses de service réduites, plutôt que la puissance maximale. Le chiffre de la brochure qui comptait quelques années plus tôt a cessé de motiver les commandes. Le 14K 98 Mech 7 de MAN n'a jamais trouvé son navire. La conception était achevée, les licences obtenues, et selon ses spécifications, il aurait dû remporter le titre. Pourtant, aucun armateur n'a commandé, empêchant ce moteur plus grand de rester en service. Le record opérationnel, c'était resté avec le RT Flex 96C à 14 cylindres sur l'EMA Maersk et toutes ses sœurs. Le moteur Wärtsilä a gardé la couronne car la compétition a été abandonnée. Le coût de la combustion du fioul lourd. Maintenant, regardez, même avec l'efficacité atteinte par le RT Flex 96, c'est 50% de l'énergie de 250 tonnes de carburant, cela représente encore beaucoup de carbone et de soufre qui s'échappent par une cheminée chaque jour. Brûler une telle quantité de quoi que ce soit a des conséquences, et le carburant en question a aggravé ces conséquences. Le fioul lourd, ou mazout de soute, provient de la dernière étape du raffinage. C'est le résidu épais et goudronneux restant après l'extraction des fractions légères pour l'essence, le diesel ou le kérosène. Bon marché à la tonne, dense en énergie, il est assez visqueux à température ambiante pour ressembler à de la mélasse froide plutôt qu'à un liquide. Avant d'atteindre les cylindres, il doit être chauffé à 130 degrés Celsius dans des réservoirs et des tuyauteries, séparé de l'eau et des sédiments dans des centrifugeuses à bord, puis filtré pour protéger les injecteurs. Historiquement, il contenait également une teneur en soufre pouvant atteindre 3,5% en masse, des chiffres inimaginables pour tout carburant routier. La part du transport maritime dans les émissions mondiales de dioxyde de carbone s'élève à environ 3%. Dans les années 2000, il est apparu que les émissions d'oxyde de soufre et de particules de l'industrie, concentrées le long des routes côtières, causaient des maladies respiratoires dans les villes portuaires et des dépôts acides à l'intérieur des terres. L'injection électronique du RT Artiflex a permis une combustion plus propre, moins de fumée à faible charge et une consommation spécifique un peu réduite. Mais la chimie de base de ce carburant signifiait essentiellement qu'il allait rester sale, quoi qu'il arrive.
La réponse réglementaire est arrivée de l'Organisation maritime internationale le 1er janvier 2020 avec la réduction du plafond mondial de la teneur en soufre des carburants marins de 3,5% à 0,5%, des limites encore plus strictes étant déjà en vigueur dans les zones côtières de contrôle désignées. Les exploitants de navires propulsés par des moteurs comme le RT Flex 96C avaient 3 options pratiques. Ils pouvaient installer des épurateurs de gaz d'échappement, de grandes tours de lavage qui éliminent le soufre avec l'eau de mer. Ils pouvaient choisir un fuel à très faible teneur en soufre, plus raffiné et cher, ou du gasoil marin, encore plus propre et coûteux. La plupart des navires de la classe EE ont reçu des systèmes d'épuration, leur permettant d'utiliser le fuel lourd moins cher tout en respectant les normes. Wärtsilä a intégré une solution similaire dans ses moteurs. La lubrification des cylindres contrôlée électroniquement, installée sur l'ensemble des moteurs RT Flex, injectait de l'huile dans les chemises uniquement lorsque cela était nécessaire, réduisant ainsi la consommation d'huile pour cylindre de manière significative au cours d'un voyage. La mise à niveau Fuel Flex ICU a repensé les unités de contrôle d'injection pour prolonger leur durée de vie et réduire les fuites accumulées au fil des ans. Le niveau d'exigence a augmenté pour le personnel en salle des machines. Un ingénieur principal à bord d'un navire de la classe Emma Maersk devait lire les cadrans électroniques. Les techniciens polyvalents maîtrisent l'hydraulique haute pression, surveillant le chauffage et la centrifugation du carburant, interprètent les données en continu et connaissent les moteurs deux temps basse vitesse pour tout démontage en mer. Le dernier géant de l'ère diesel. En 2015, Wärtsilä a vendu son activité de moteur deux temps. La nouvelle entreprise, Winterfergas et Diesel, avait son siège dans la ville suisse où Sulzer fabriquait des moteurs marins depuis plus d'un siècle. La majorité des parts est revenue à la CSSC, la China State Shipbuilding Corporation. Le badge finlandais a été retiré des plus gros deux temps, et une coentreprise sino-suisse a hérité des archives de conception qui avaient produit le RT Artiflex 96C. La trajectoire suivie par ce seul produit à travers 3 décennies résume en grande partie l'histoire de la construction navale moderne à l'échelle réduite. La lignée Ball était suisse, le développement finlandais. Les moteurs 14 cylindres venaient du Japon, les coques des chantiers danois et coréens, et l'entreprise détentrice des plans est basée à Shanghai. Le moteur propulsant le fret mondial a été assemblé avec des pièces venues du monde entier. Au cours des années 2020, l'Artiflex 96C à 14 cylindres détient toujours le record du moteur diesel alternatif le plus puissant en service commercial. Nombreux restent en mer sur l'Emma MMS et ses sœurs, dont les révisions assurent le bon fonctionnement après 30 ans. Ce record pourrait durer, car les constructeurs se posent aujourd'hui une autre question. Les commandes concernent désormais des modèles à double carburant, GNL ou méthanol avec diesel, des moteurs à l'ammoniac, des configurations hybrides avec batterie et des coques adaptées à des vitesses de service réduites. La puissance brute n'est plus le principal argument. L'Artiflex 96C est arrivé juste avant que cela ne change. Le transport maritime de conteneurs exigeait des navires plus grands et plus rapides que tous ceux construits jusque-là, et les ingénieurs de Wärtsilä ont conçu un modèle transformant plus de la moitié du fuel lourd en propulsion à 102 tours par minute. C'était l'apogée de l'ère des gros diesels brûlant du fuel. Ce record pourrait durer non pas parce que personne ne peut en construire un plus grand, mais parce que le nouvel objectif de l'industrie est de transporter la même cargaison en laissant moins de traces dans l'air et dans l'eau. Merci d'avoir regardé.